quand on parle de la dette publique, on parle généralement d'un montant qui est annoncé en général comme catastrophique, comme énorme, particulièrement élevé. En France, donc, c'est 2100 milliards d'euros. Un chiffre particulièrement élevé qui fait peur. Et la question que posent en général les journalistes, les hommes politiques, c'est qu'est-ce qu'on fait? On la laisse filer. Et on a à côté ses corollaires. L'État vit au-dessus de ses moyens, on vit à crédit, ce sont des enfants qui vont rembourser, ce sont des générations futures sur qui vous faites reposer le poids de votre irresponsabilité. Tout se passe comme si, en fait, dans ces discours médiatiques, la dette était au fond un problème technique et était finalement le résultat de problèmes de gestion, d'une mauvaise gestion des gouvernements successifs. Pourtant, la dette, elle est tout sauf un problème technique, elle est bien un problème politique et elle est le résultat de choix politiques. C'est le résultat d'une construction progressive qui est le résultat de politiques fiscales et monétaires qui ont été menées dans les 40 dernières années. Et c'est ce que je voudrais vous rappeler très brièvement en 3 points. Je vais faire vite, je vais faire simple. Premier point, c'est que la dette, c'est le produit de baisse des recettes publiques. Parce que quand on parle de la dette et de son montant extraordinaire, en général, ce qu'on pointe, c'est que l'État vit au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire que l'État dépenserait trop. Or, le problème de la dette, finalement, c'est tout le contraire. Ce n'est pas un problème de dépenses excessives, c'est au contraire un problème de recettes qui sont trop basses. C'est pas jouer sur les mots, c'est très simple quand on regarde la situation des 30 dernières années, on voit que le niveau des dépenses publiques est resté relativement stable et même qu'il a plutôt eu tendance à diminuer. Alors là, on parle bien non pas des dépenses publiques en volume, si on annonce un chiffre brut, mais bien de leur poids dans le PIB. Et si on regarde les chiffres de manière précise, les dépenses publiques, elles sont à 55% du PIB en 1993 et ces dernières années, elles sont à 52,3% du PIB. Donc elles n'ont pas augmenté de manière excessive. En revanche, ce qu'on observe depuis les années 80 et au moins depuis 1986, c'est qu'on a assisté à toute une série de réformes fiscales, que certains ont même qualifiées de contre-révolutions fiscales, qui ont très largement fait chuter le niveau des ressources de l'État. Et ces réformes fiscales, elles ont touché à la fois l'impôt sur le revenu, en faisant baisser le nombre de tranches et en faisant baisser le niveau d'imposition, notamment sur les ménages les plus élevés. Elles ont touché les impôts sur les sociétés, en faisant baisser le niveau d'imposition des sociétés, de leurs bénéfices, et notamment des plus grosses entreprises. On a aussi observé une multiplication de niches fiscales. Et donc, par exemple, les niches fiscales, ça représente 145 milliards d'euros pour 2010. On a aussi assisté à la multiplication d'exonérations de cotisations sociales qui pèsent aussi en milliards sur le budget de l'État, qui sont donc des moins à gagner. Et donc, on a assisté sur les 30 dernières années à un appauvrissement généralisé de l'État qui représente environ un tiers de la dette. Deuxième point qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la dette, c'est aussi le produit des taux d'intérêt. En effet, depuis les années 70, la France s'est refusée à emprunter auprès de sa banque centrale, donc la Banque de France. Et donc l'État, le Trésor, n'a plus aujourd'hui le contrôle des taux d'intérêt, n'a plus la possibilité d'emprunter à des taux réduits, à de faibles taux, voire parfois nuls, comme il le faisait dans les décennies antérieures. Et donc, il ne peut plus financer ses emprunts par de la création monétaire. C'était d'abord une pratique de l'État, ça a ensuite été une loi qui a été votée en 1973, et puis ça a été repris dans les traités européens au moment de la création de la Banque Centrale Européenne. C'est inscrit aujourd'hui dans le traité de Lisbonne. Donc l'État se retrouve contraint d'emprunter auprès des marchés financiers, ce qui veut dire qu'il emprunte non pas à des taux qu'il fixe lui-même, mais aux taux des marchés financiers. Donc il est soumis aux fluctuations des taux des marchés financiers, et il est aussi soumis aux notations des agences de notation. Bref, ces taux sont relativement élevés et ils ont tendance à créer ce qu'on appelle un effet boule de neige. Donc mécaniquement, ils vont accroître la dette, parce que si vous empruntez une certaine somme d'argent et que, il faut la rembourser avec un intérêt de 3, 4, 5, 6%, etc., forcément, ça s'accroît mécaniquement. Alors, ce constat était principalement vrai en France dans les années 80-90, mais ça a créé un stock extrêmement important et on estime que le poids de ces taux d'intérêt et de cet effet boule de neige représente à peu près un tiers de la dette accumulée en France. Troisième point, et j'en finirai à peu près par là, c'est que la crise a très largement aggravé le poids de la dette.
Lors de la crise financière de 2008, on a assisté à un véritable plan de sauvetage des banques par les États. Et au fond, on a assisté à un gigantesque plan de socialisation des pertes des banques, puisque les États ont renfloué les banques et donc ont pris à leur charge les pertes des banques. Ça a représenté des sommes énormes, c'était 589 milliards d'euros au niveau européen pour les années 2008-2009, donc c'est des sommes qui sont vraiment énormes, et c'est ce qui a aussi fait très largement augmenter les dettes des États, un peu partout dans le monde, en Europe et en France notamment. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la dette, ce n'est pas une dérive politique, ce n'est pas une dérive liée à une mauvaise gestion, c'est bien le résultat de choix politiques forts qui ont été pris contre l'intérêt des peuples. Et il faut s'en saisir comme un problème politique. C'est la raison pour laquelle il y a de nombreux collectifs citoyens qui se mobilisent pour qu'on interroge concrètement cette dette, qu'on s'en saisisse en tant que citoyen, notamment c'est le cas du collectif pour un audit citoyen de la net, ou ça peut être aussi ce travail qu'a fait, et Eric en parlera peut-être, le CADTM, donc le collectif pour l'audit de la dette du tiers-monde. C'est important de s'en saisir comme citoyen et donc de la regarder de près. Et quand on observe de près, eh bien, avec toutes les conclusions qu'on a rappelées tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie de cette dette qui est illégitime et donc on n'est pas forcément obligé de rembourser. Et c'est particulièrement important puisque cette dette, elle sert aussi de menace. Elle est brandie comme une menace pour imposer un certain nombre de choix politiques et notamment des politiques d'austérité, une remise en cause du modèle d'État social, une remise en cause du modèle d'État-providence, la remise en cause des investissements publics. Et c'est pour ça qu'il faut proposer d'autres choix politiques, d'autres possibles. Et c'est pour ça qu'on voulait creuser l'hypothèse d'une annulation de la dette ou d'un défaut partiel. On reviendra plus précisément là-dessus. Merci Sylvie.